Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette émission spéciale consacrée à la crise, si je puis dire, du Venezuela, ou plus précisément au coup d'État des États-Unis contre le Venezuela qui s'est produit le 3 janvier 2026. À cette occasion, nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 janvier 2026 et j'ai le grand plaisir d'accueillir pour commencer l'année Gérard Chevrier. Bonjour Monsieur Chevrier. Bonjour Nicolas. Merci d'être présent pour cette émission spéciale. Étant donné que l'actualité depuis une semaine est trépidante, c'est le moins qu'on puisse dire, entre l'incendie en Suisse, la crise agricole, le coup d'État du Venezuela, nous allons revenir ensemble sur ce qui s'est produit ces derniers jours concernant Donald Trump et Nicolás Maduro. Et nous allons refaire aussi un petit historique de la situation pour bien comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Pour rappel, je précise à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec vous. Je ne suis pas spécialiste de géopolitique, je suis apartisan et asyndical, avec un casier judiciaire vierge, non suicidaire également, et je n'appartiens à aucun réseau, franc-maçon, Rotary Club, Lions Club ou autre. Je suis totalement indépendant financièrement et intellectuellement, et vous êtes bien sûr responsable de vos propos et de vos actions. Et donc de ce fait, pour rappeler un petit peu qui vous êtes aux auditeurs, vous êtes ingénieur, entre autres, mais vous avez beaucoup de connaissances, notamment sur le domaine géopolitique, puisque nous avons fait dans des émissions précédentes des rappels sur les relations entre les États-Unis et l'Iran. Nous avons aussi parlé de la situation en Israël. Alors aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du Venezuela, de ce coup d'État qui s'est produit donc il y a quelques jours, mais aussi de ses conséquences, puisque Donald Trump s'est attaqué au Venezuela pour les motifs qui nous ont été proposés, notamment dans les médias mainstream et autres. Mais il ne s'arrête pas au Venezuela, puisqu'il a d'autres ambitions. En ce moment même, à l'heure où nous parlons, on évoque le Groenland pour des raisons soi-disant de sécurité nationale. Et puis, certaines rumeurs, certains services de la présidence américaine parlent également du Cuba, de la Colombie, bref, d'autres pays. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Que pouvez-vous nous dire sur ce coup d'État? Et à votre avis, jusqu'où cela peut-il mener? Oui, alors merci. Tout d'abord, je voudrais rectifier une petite chose. Vous avez, dans votre introduction, vous avez parlé de coup d'État. On n'en est pas là. Il y a eu un enlèvement d'un chef d'État régulièrement élu, démocratiquement élu, même si on peut contester s'il y aurait eu des tricheries à l'époque. Mais en tout cas, c'était un homme d'État. Il a été enlevé dans des circonstances tout à fait inacceptables. Alors, on va effectivement essayer de voir clair, parce que c'est une situation assez complexe qui s'inscrit dans un contexte de guerre en Ukraine, qui s'inscrit dans un contexte de conflit ouvert entre Israël et l'Iran. Et donc, nous verrons que probablement dans quelques semaines, les États-Unis et Israël vont réattaquer l'Iran. Et ce sera pas, ça va pas se dérouler comme ça s'est déroulé la première fois, où très rapidement les États-Unis et Israël ont déclaré forfait. Ils ont demandé une pause en faisant un cessez-le-feu parce qu'ils étaient complètement dépassés par le niveau de performance de l'Iran. Alors, si je puis me permettre, qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas un coup d'État? Quelle est votre définition du coup d'État? Parce qu'on remplace un chef d'État par une autre personne. Pour l'instant, il n'a pas été remplacé. Il était simplement... La vice-présidente prend la suite, et la vice-présidente, il se trouve qu'elle est dans la même ligne que Maduro. Alors, on peut se demander... Est-ce qu'il y a eu des discussions avant? Est-ce qu'elle sera plus souple vis-à-vis... Parce que, en fait, si vous voulez, le but de cette opération, il faut revenir à des déclarations que j'ai faites ou des émissions que j'ai faites précédemment, en expliquant que les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole, avec 12 millions de barils par jour, mais qu'ils sont également le premier consommateur mondial de pétrole, avec 20 millions de barils par jour. Donc ça, c'est la base du problème. Et alors, surtout, ce qui est important, c'est de savoir qu'aux États-Unis, les réserves actuelles sont situées au rythme où ils pompent, avec une possibilité de fournir du pétrole pendant 6 ans.
On était à 7 ans l'an dernier, maintenant c'est 6 ans. Donc vous imaginez bien que le lobby de la finance veut absolument continuer à vivre sur le pied sur lequel ils vivent actuellement. Et donc il faut trouver 12 millions de barils de pétrole par jour dans 6 ans. Mais 12 millions de barils de pétrole, au niveau mondial, ça ne va pas se faire comme ça, parce qu'il faut construire des raffineries, il faut équiper et il faut s'adapter selon les pétroles. Par exemple, au Venezuela, c'est un pays que je connais un peu, je ne vais pas dire que je connais bien, mais je suis allé au Venezuela à l'époque où je produisais les tubes d'Aquitaine, où on avait donc, j'ai rencontré le gouverneur de la province du lac de Maracaibo, et on avait un produit qui était unique au monde, qui intéressait toutes les compagnies pétrolières. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, à force d'être sollicité pour l'achat de l'usine clé en main, j'ai vendu l'usine clé en main au groupe Halliburton, qui a été dirigé pendant 20 ans par le vice-président Dick Cheney. Avant de devenir vice-président, il était président pendant 20 ans du groupe Halliburton. Alors Halliburton, c'est une très très grosse boîte, c'est 97 000 personnes, c'est le numéro 1 dans le monde de l'industrie parapétrolière. Et donc, sont venus le directeur général est venu à Sarlat, je les ai reçus et on a signé, ça, il y a eu à peu près un mois de discussion, et on a signé à cette époque-là. Donc quand j'étais au Venezuela, j'ai rencontré des gens de PDVSA, donc dans le domaine du pétrole. J'ai rencontré des ingénieurs, des directeurs, et il y avait un projet, puisque le lac de Maracaibo, pour vous situer, c'est la dimension un lac qui fait depuis Sarlat jusqu'à Bordeaux et de Bordeaux jusqu'à l'Espagne. Vous voyez ? Donc voilà. Et c'est un lac qui est peu profond, qui fait environ une quinzaine de mètres de profondeur. Et au fond de ce lac, il y a 40 000 kilomètres de tuyaux acier qui sont complètement corrodés et qui fuient. Et donc, on aurait pu, si on avait poursuivi, remplacer une partie de ce réseau qui s'appelle le réseau Flowline. En fait, déjà à cette époque-là, c'était un pays de corruption, complètement corrompu par les compagnies pétrolières, etc. Et donc, on va regarder, donc évidemment, maintenant, il y a eu, entre-temps, moi j'y étais en 98, c'était le moment où Hugo Chavez allait prendre le pouvoir, c'était un militaire, hein, et donc il a pris le pouvoir, et bien entendu, il y a eu la nationalisation des compagnies pétrolières qui se servaient généreusement avec dans les puits de pétrole du Venezuela. Alors, maintenant, Hugo Chavez gênait beaucoup. On peut supposer qu'ils l'ont éliminé par la maladie, puisqu'il a eu un cancer. Et déjà, en 2002, Trump avait déclaré qu'on allait reprendre le Venezuela militairement. Donc, il y a 25 ans presque. Voilà, en 2002. Et donc, c'était... je vous reprendrai les notes que j'ai prises. Mais si vous voulez, je voudrais expliquer un petit peu la situation générale telle qu'elle se présente en profondeur. Alors, moi, si vous voulez, je considère qu'il y a deux façons de gagner de l'argent. Il y a la première, en travaillant, et la deuxième, en spéculant. Et donc, là, on va regarder cette vision des choses et les conséquences qu'elles peuvent avoir. Bien souvent, il faut regarder l'origine des choses et ensuite les conséquences des décisions, etc. Or, on va dire que de 1850 à 1950, le lobby de la finance des États-Unis a investi dans les forces productives qu'il y avait aux États-Unis. Et donc, ils ont développé un tissu industriel phénoménal et ils sont devenus la première puissance industrielle dans le monde, à partir de 1850 jusqu'en 1950, donc il y a une progression. Et
à partir de... Non seulement ils sont devenus la première puissance industrielle, mais ce qui découle de cette puissance, c'est qu'automatiquement, quand vous êtes la première puissance industrielle, vous devenez la première puissance militaire, puisque une partie de l'industrie produit des armements sophistiqués, des armements lourds, etc. Donc l'activité, les armées ont besoin de matériel, et ce matériel génère automatiquement des commandes au niveau industriel. Donc, vous avez, à partir des années 60, le lobby de la finance comprend qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent en délocalisant des usines et en spéculant. Donc, ils vont donner en quelque sorte le travail qui était fait aux États-Unis, ils vont le donner dans des pays où le coût des salaires est 5 à 10 fois moins élevé. Et donc, ça, c'est le problème de fond, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que pendant des années, ça leur permet d'engranger des richesses énormes, avec la bourse, avec tout ça. Mais pendant ce temps, ils ne réalisent pas qu'ils sont en train d'affaiblir, sur le plan industriel, leur pays. Et aujourd'hui, il y a un écart énorme entre les capacités technologiques de la Russie, qui a dépassé de très loin dans certains domaines les États-Unis, et la capacité technologique et industrielle de la Chine. Est-ce que vous pensez que c'est ne pas réaliser ou c'est ne pas s'en préoccuper parce que ce n'est pas dans leur intérêt patriotique? Parce qu'en réalité, quand les spéculateurs, que ce soit de Wall Street ou d'ailleurs, n'en ont que faire finalement de l'intérêt des peuples, parce que la désindustrialisation existe partout, que ce soit en France, etc. Et quand vous me parlez de spéculation, je pense à tout ce qui est Alfer Alstom et tout ce qu'on a pu avoir. Et l'intérêt de l'État profond n'a jamais été celui des peuples, mais le leur. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas aussi du machiavélisme et une orchestration de longue date par rapport à tout cela? C'est-à-dire que là, il y a une méconnaissance de la part des dirigeants du lobby de la finance, il y a une méconnaissance de l'industrie. Comment on développe une industrie et comment on la maintient à un niveau élevé. Et ça, parce que ce sont des financiers, ce sont des gens qui spéculent. Donc ils ne s'intéressent pas du tout à ce que l'on fabrique. Quel est le niveau de connaissance qu'il faut avoir pour fabriquer, comment ça s'organise, un tissu industriel, etc. Et donc, vous voyez, c'est là. Alors, on va arriver maintenant, c'est en quelque sorte, on arrive vers le point de rupture. Le point de rupture, vous avez d'un côté les BRICS, qui étaient des pays bien souvent très en arrière sur le plan industriel, sur le plan financier, etc., qui se sont développés et qui se sont développés principalement par le savoir. C'est-à-dire que vous avez un pays comme l'Iran, 90 millions d'habitants, qui est passé d'un nombre d'ingénieurs il y a 40 ans qui était d'environ de 60 000 par an, qui est monté à 240 000 ingénieurs par an dans les années 2020. Voyez ? Et donc, pareil pour la Russie. La Russie a été pendant plusieurs années le pays qui produisait le plus d'ingénieurs diplômés, 400 000 ingénieurs par an pour un petit pays qui fait 140 millions d'habitants, et qui a été dépassé récemment, il y a quelques années, par la Chine, qui est passé devant, mais qui a mis beaucoup d'années à passer devant. Donc finalement, est-ce que vous pensez que l'Iran, dans les semaines à venir, va contre-attaquer par rapport à tout ce qui se passe au Venezuela et ce qui va peut-être se passer dans d'autres pays d'Amérique latine dans les temps à venir? Parce que déjà, la dernière fois qu'on a fait l'émission, vous présagiez d'un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Alors ça n'a pas été aussi explosif, mais ça a été, il y a eu quand même, on n'est pas passé loin. Après, encore une fois, alors en ce moment, Trump, alors certains disent que c'est toujours la stratégie de Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est-à-dire qu'il va dire tout et son contraire, il va faire un peu du en même temps macronien, c'est-à-dire que d'un côté, il va capturer Maduro, et de l'autre, il va dire que l'Union européenne doit arrêter avec l'immigration parce qu'on est en train de... voilà, et on ne sait plus sur quoi se baser exactement. Alors, ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'on a tort de penser que Trump fait ceci, Trump fait cela. Trump, c'est un clown. Il ne fait rien du tout. C'est un idiot, hein, c'est un vantard.
un véritable marchand de cravates, si vous voulez, qu'on peut voir sur les marchés, c'est tout. Ce type-là, c'est simplement le porte-parole du lobby de la finance, du lobby sioniste. Et pourquoi il était mis au pouvoir? Il était mis au pouvoir par le lobby sioniste, qui détient, bien entendu, toute la finance aux États-Unis, et détenant la finance, ils détiennent les médias, l'industrie du cinéma et tout ça. Les PAC, en fait. Et bien sûr, c'est les PAC qui dirigent tout ça. Et donc, Trump, il déclare ce qu'on lui dit de déclarer. C'est la raison pour laquelle vous avez un jour, il déclare quelque chose, il est dans un avion, bon là, il n'y a personne pour lui chuchoter à l'oreille ce qu'il faut dire, il fait une déclaration, et le lendemain matin, à Washington, il déclare le contraire. Donc, il faut comprendre ça, parce que les gens sont bluffés par ce personnage qui est un vantard, vous savez, vous avez Robert De Niro qui a vraiment analysé le personnage, il a fait des déclarations publiques incendiaires sur Trump, et mais vraiment, il a vu juste. Il a dit que Trump, c'était un porc, que c'était un vulgaire et un idiot. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec... Après, il faut dire aussi que Biden, dès qu'il a pris la possession du pouvoir en 2021, au bout d'un mois et demi, il est retourné en Afghanistan, il a refait toutes les guerres, et ça n'a pas été mieux côté démocrate. Donc, est-ce que c'est une question de droite et de gauche? Mais non, parce qu'il n'y a pas de différence entre les démocrates et les républicains, puisque de toute façon, c'est les PAC qui dirigent les États-Unis. C'est tout. Oui, donc c'est en fonction d'eux. Donc, alors, la seule, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que vous êtes un inconditionnel de la défense d'Israël, ou est-ce que vous êtes en défense de l'intérêt des États-Unis? Et pour eux, le critère, c'est est-ce que... Et donc, d'ailleurs, il a participé en Israël à une réunion dans laquelle il a été reçu par tout un tas le président d'Israël et puis le Premier ministre, tout ça là-bas. Et là, on l'a déclaré publiquement, c'est passé sur les chaînes de télévision, comme le premier président juif des États-Unis. Alors, il semble qu'il s'est converti à la religion juive, c'est possible, mais ça n'a pas aucun intérêt. Ce qui compte, c'est qu'il place l'intérêt d'Israël avant celui des États-Unis. Alors justement, on va y revenir concernant les applaudissements par rapport à la situation au Venezuela et ceux qui sont contre cela. Mais juste avant, on va évoquer un aspect qui, sur le plan journalistique, est très, très complexe, parce que c'est aussi un piège des images, des vidéos, etc. C'est l'intelligence artificielle, puisque depuis ces dernières années, notamment avec la période Covid, on a vu une accélération, une phase exponentielle en réalité de l'utilisation de l'IA, et je ne parle pas seulement de ChatGPT et de Grok pour X, Twitter, mais également d'une forme de l'industrie de l'intelligence artificielle, et vous nous parlerez ensuite des drones et des matériels technologiques utilisés dans le cadre de ces guerres de nouvelle génération, si je puis dire. C'est surtout qu'avec la situation au Venezuela, ces derniers jours, même dans le milieu journalistique, on est un petit peu esseulé, c'est le cas de le dire, moi je le dis en toute honnêteté et transparence, on ne sait plus. On n'arrive plus à savoir, parce qu'en réalité, l'émotionnel a totalement submergé la rationalité et l'esprit critique, puisque ça revient comme les pros et les anti-vax, les pro-Poutine et les anti-Poutine, Trump, etc. Et dès lors qu'on essaye de comprendre d'où viennent les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on a des gens qui débunkent, comme on dit, qui vérifient justement la réalité des images qui nous sont montrées. Il y a beaucoup d'images issues des rues du Venezuela qui remontent à 2019, 2022, etc. Alors, il y en a aussi des vraies, hein, bien sûr, mais elles se noient dans la désinformation, sachant qu'en plus, ça arrange le pouvoir, puisque l'État profond aujourd'hui, sa première guerre, au-delà de la protection de l'enfance, de la santé, de la justice, etc., ou de l'éducation, c'est la guerre contre la désinformation. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que si certains pouvaient dissoudre Internet, ils le feraient. Et en réalité, on se rend compte qu'on est complètement dépendant, j'allais dire, de ce que l'on voit, et qu'il est nécessaire de prendre du recul,
sachant qu'il y a deux camps qui s'opposent, et nous en parlerons juste après. C'est que d'un côté, c'est très bien que Trump ait fait le sale boulot, entre guillemets, de virer Maduro, parce que c'était un dictateur communiste avec des fraudes électorales, illégitimité du pouvoir, avec l'exil des Vénézuéliens, l'hyperinflation. Et de l'autre, disent ça va à l'encontre du droit international, c'est pas du tout approprié, et c'est ce que l'on disait avant de prendre l'antenne. Si jamais Poutine s'était permis de capturer Zelensky ou que Mahmoud Abbas avait capturé Netanyahou, j'imagine que le contraire se serait produit. Oui. Donc justement, pour revenir à ces nouvelles technologies, parce que nous sommes obligés de les prendre en compte, étant donné que les guerres à la papa, si je puis dire, à l'ancienne n'existent plus, comment déjà faire face avec l'intelligence artificielle et quels sont ces nouveaux matériels, tels que les drones, les chars, comment ça fonctionne? Oui, alors effectivement, l'intelligence artificielle c'est un outil de propagande phénoménal quand il est surtout utilisé par des gens qui ont les moyens, comme toutes les grandes chaînes de télévision, tout ça. Mais à mon avis, ce n'est pas le problème actuellement. Actuellement, nous allons vers un risque d'affrontement entre la Chine et les États-Unis, un affrontement militaire. Et c'est ça qui me paraît important d'aborder dans le cadre, si vous voulez, de notre entretien, qui est quand même limité dans le temps. On ne va pas pouvoir aborder tous les sujets. Bien sûr. Et donc, c'est bien que vous ayez parlé de cette question de risque de manipulation par le développement de cette technologie, de cette intelligence artificielle, de la possibilité de construire des images ou de fabriquer Parce qu'elle va orienter l'opinion et justement peut faire basculer d'un point ou d'un autre, parce qu'aujourd'hui, dès lors que même si certains, par exemple, pourraient être favorables à Trump et contester et dénoncer de la façon dont ça a été fait, tout de suite, ils vont être considérés comme complotistes ou d'extrême gauche, etc. Oui. Donc, en fait, chaque effet colibri a un impact. Alors, bien sûr, la propagande existe depuis toujours, mais disons qu'aujourd'hui, elle a pris des proportions tellement réalistes, au-delà du réel, qu'il faut aller sur le terrain, limite, pour savoir vraiment ce qui se passe. Elle est surtout efficace parce qu'il y a des gens qui n'ont comme source que des télévisions. Et là, malheureusement, même des gens qui sont intelligents sont complètement manipulés par des images. Et donc, alors moi, je pense que tout ça, si vous voulez, c'est secondaire actuellement, parce que nous avons un risque de guerre importante. Il faut revenir sur le terrain. Donc on sait quelles sont les données du problème. Les données du problème, c'est que les États-Unis, il leur reste à peu près 6 années de pétrole. Il faut donc qu'ils construisent ou qu'ils obtiennent par ailleurs on va dire les 12 millions de barils par jour qui leur manquent pour continuer à vivre sur le pied qu'ils ont actuellement. Donc attaquer le Venezuela est un moyen de conserver... Alors les premières réserves mondiales sont au Venezuela, et surtout c'est un pétrole quelque part qui est de moins bonne qualité, c'est du lourd, il est de moins bonne qualité que celui qu'on trouve au Moyen-Orient, comme celui des Iraniens, tout ça, mais il a certains avantages parce que, et surtout le fait qu'aux États-Unis, des grandes compagnies ont investi des sommes importantes dans des raffineries qui se trouvent du côté de Houston, dans toute cette région, et que ces outils de production sont pratiquement à l'arrêt depuis qu'ils ont mis le Venezuela sous embargo. Parce que on ne raffine pas du pétrole lourd comme on raffine du light, si vous voulez. Et on ne fait pas les mêmes produits avec. Si vous voulez faire du goudron parce que les gens pensent toujours pétrole, essence. Non, il n'y a pas que ça. Il y a bien entendu tous les thermoplastiques, le polyester, le polyamide, les polyéthylènes, etc. C'est des choses, c'est une activité énorme. Mais il y a également le goudron pour faire les routes. Et le goudron pour faire les routes, vous n'allez pas le faire avec du light que vous avez en Iran. Donc vous avez besoin, à ce moment-là, des pétroles lourds qu'il y a au Canada et qu'il y a Mais ça, c'est juste un aspect technique, mais qui a son importance. Parce que, si vous voulez, les financiers aux États-Unis ont investi des dizaines, des centaines de millions dans des raffineries, et ces raffineries, elles étaient équipées pour
raffiner le pétrole du Venezuela. Elles ne sont pas faites pour raffiner du pétrole de l'Iran. Donc ça, c'est une question technique qui a son importance. Mais maintenant, il faut aller sur ce qui risque de se passer. Alors d'abord, on va regarder, il y a quelque chose qui est quand même étonnant, c'est que la Russie, qui est une puissance militaire importante, a laissé faire l'attaque sur le Venezuela. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. Incompréhensible, pourquoi ? Parce qu'il y avait quand même des stations S-300 qui étaient installées au Venezuela. Il y avait toute une défense, tout un nombre important de militaires et de spécialistes russes présents au Venezuela. Ils étaient au courant que les D'ailleurs, Américains... il y a eu des membres de l'armée russe qui ont essayé de défendre la propriété de Maduro, apparemment en vain. Et ce que j'ai appris, c'est que la veille de l'arrestation, il y avait aussi Maduro qui avait rencontré des Chinois, parce qu'apparemment, il avait signé un contrat important pour son pays avec les Chinois. Il était en train de faire la fête, donc il se dévoilait devant tout le monde, et que c'est là où il aurait été le plus vulnérable. Alors, cette attaque, apparemment, est prévue de longue date, puisque depuis le mois d'août, au moins, la CIA était en train de le surveiller. Et ce qui a surpris, c'est notamment la manière de faire. C'est que ça a été fait, alors je n'allais pas dire sans violence, parce qu'au départ, c'est ce qu'on pensait. Ah non, ça a été très violent. Ça a été violent, il y a eu des bombardements, etc. Il y a eu quelques morts aussi. Ah non, mais quelques morts, il n'y a pas eu quelques morts. Il y a eu, si vous voulez, toute la garde rapprochée de Maduro, qui était constituée de Cubains, de spécialistes de Cuba. Dans 55 morts, c'est quand même pas 2 ou 3 morts, 55 morts dans un groupe de gardes rapprochés. Par contre, il aurait été trahi par ses propres militaires, parce qu'en réalité... Si vous voulez, le Venezuela est complètement infiltré par le Mossad et par la CIA. Depuis alors, CIA et Mossad, c'est pratiquement pareil. Et puis, vous pouvez ajouter quelques éléments du MI6, puisque les trois travaillent ensemble. Donc, alors, la question, c'est pas tellement... Bon, ce qui s'est passé, oui, c'est important, parce que, malgré tout, la Russie a une image de marque dans le monde. Notamment en Afrique maintenant. Notamment en Afrique. Elle protège des chefs d'État en Afrique. Et donc, elle est complètement discréditée auprès de tous ces États où les Russes assurent la sécurité, assurent l'ordre, etc. Donc, ça voudrait dire pour vous que finalement elle est complice et qu'elle soutient implicitement Trump de ce qu'il a fait ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi, ce n'est pas clair. Alors, il est possible qu'ils aient décidé de laisser cette opération se dérouler en sachant que Maduro serait envoyé aux États-Unis, parce qu'il faut toujours penser que les Russes, ce sont des joueurs d'échecs et qui voient 2 ou 3 coups plus loin. Ça, c'est le point important. Donc, si vous voulez, d'abord, dans le monde, parce que nous avons une vision très occidentale, hein, avec notamment en France l'influence de tous les médias qui sont dirigés par le lobby de la finance. Et donc, Macron n'a pas condamné cette action qui est complètement illégale, qui est contraire aux principes du droit et des Nations Unies. C'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Aller dans un pays souverain, enlever un chef d'État en assassinant toute la garde rapprochée, parce que c'est ce qui s'est passé. Imagine, l'opération a été préparée, comme vous le disiez, de longue date. Oui. Donc, vous avez des gens qui arrivent par hélicoptère, qui sont parfaitement protégés. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas des gilets pare-balles que l'on voit habituellement dans la rue. Là, les gars, ils peuvent prendre carrément un Kalachnikov et ils vont tomber par terre, mais ils ne sont pas morts. Et donc, ils arrivent avec un groupe qui a préparé cette opération dans un lieu qui est à l'identique, le lieu qu'ils vont attaquer, comme le fait le GIGN. Ils sont entraînés pendant des jours. Donc, évidemment que les services secrets russes sont au courant de tout ça. Ça ne peut pas se passer. Quand vous avez... Il y a eu 150 avions qui ont participé à cette opération. C'est pour ça que je parlais de l'intelligence artificielle tout à l'heure, parce qu'on pourrait même parler des réseaux de surveillance et des moyens de télécommunication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut retrouver... une aiguille dans une botte de foin à l'autre bout du monde avec des satellites, etc. Et là, il est vrai qu'en l'espace de quelques heures seulement, certains disent ça s'est fait presque trop facilement, trop rapidement. Bien sûr. Et
Alors c'est pour ça, là, ce que je ne vous cite, ce ne sont que des rumeurs que ce que j'ai vu passer, parce que comme il y a toujours là une investigation en cours depuis une semaine quasiment, c'est qu'on est en train de voir qu'apparemment en coulisses, Maduro et Trump se seraient arrangés. Certains évoquent cette possibilité-là je crois pas ça. pour quitter le pouvoir. Alors justement par rapport à la situation du Venezuela, est-ce que quoique si vous voulez vous positionner, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez que c'est légitime ce qui s'est passé, que non, c'est totalement... c'est complètement, c'est scandaleux. C'est vraiment violer le droit international, la moralité et tout. C'est des choses qui ne se sont jamais faites et qui ne se font pas. Mais là, alors... On va essayer de regarder ça un peu en dehors de l'émotion. Oui. Il faut se dire que, comme je vous disais, les Russes sont des joueurs d'échecs. Alors, est-ce que, certainement, que l'équipe qui entoure Poutine ont dû analyser, bien avant que ça arrive, quelles seraient les conséquences? Et donc, d'un côté, ils savaient que ça allait les discréditer au niveau d'un grand nombre d'États dans lesquels ils ont un rôle à jouer, même d'ailleurs auprès de l'Iran, puisque ce sont quand même les protecteurs de l'Iran. Et donc, est-ce qu'ils ont, par le voie, par des canaux différents, ils ont peut-être informé les trucs. Ne vous inquiétez pas, on maîtrise la situation, on laisse faire, parce que nous, on veut jouer le coup d'après. Parce que c'est ça qu'il faut voir. Et peut-être aussi parce que vis-à-vis de l'Ukraine, déjà qu'ils sont embarqués dans ce conflit avec l'Ukraine, peut-être qu'ils n'ont pas voulu non plus s'ingérer dans les autres affaires mondiales, sachant que là, il y a peut-être aussi la recherche de la paix en Ukraine, malgré tout ce qui nous est dit sur la future guerre. Il n'y aura pas de paix en Ukraine. Les Russes vont aller jusqu'à la prise d'Odessa. Je le dis déjà depuis 2 ans. J'ai fait voir une carte, si vous voulez, il y a 2 ans, qui représentait la position que les Russes vont occuper. Et ça, on le verra à partir du mois de mars, ils seront certainement à la prise d'Odessa. Donc vous pensez qu'on va arriver à une troisième guerre? Je vais avancer sur la situation vraiment au Venezuela. Et donc, vous avez d'un côté, il y avait un partage des rôles qui s'était fait. Les Iraniens sont présents au Venezuela et ils assurent donc une certaine formation des militaires, ils fournissent des missiles. Les Russes également sont présents en grand nombre, ils s'occupent, il y a des échanges sur le plan militaire, et les Chinois sont présents au Venezuela. Là, on va parler des Chinois, parce que vous allez voir que c'est quelque chose de très important. La Chine procède d'une façon complètement différente des États-Unis. Les États-Unis, c'est les dominateurs, ils conquièrent par la force, ils occupent et ils prennent. Vous voyez, bon. Les Chinois ont une vision assez différente. Je vais revenir sur des petites notes que j'ai prises pour ne pas partir dans tous les sens. La Chine agit jusqu'à présent avec une vision et une philosophie qu'ils appellent la prospérité partagée. Vous voyez, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les Américains, eux, occupent, conquièrent et puis s'imposent. Les Chinois, eux, construisent et ont cette philosophie de la prospérité partagée. Et alors, c'est un point important parce que en Amérique latine, ils ont, depuis 20 ans, investi énormément. Il y a 20 ans, les échanges entre la Chine et l'Amérique latine, donc tout ce continent en fait, hein, vous avez la Colombie, le Venezuela, le Brésil, le Pérou, et puis l'Argentine et bien sûr le Chili de l'autre côté. Et donc, c'est un continent assez important. Et il y a 20 ans, eh bien, les échanges entre la Chine et le continent occupaient 2% de ce qui se passait en Amérique latine. Et aujourd'hui, les échanges entre la Chine et l'Amérique latine sont plus importants que les échanges entre les USA et l'Amérique latine. Donc ils ont investi énormément. Rien que, je vous le dis de mémoire, rien que en 2024, ils ont investi 518 milliards
en Amérique latine, 518 milliards. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est relié aussi à au fameux projet de la route de la soie Bien entendu, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire pour 2049. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, en Europe, on a une vision du monde qui est une vision qui se focalise à partir de l'Europe avec à gauche l'océan Atlantique et puis à droite c'est la Russie. Mais le monde n'est pas uniquement comme ça. Quand vous êtes au Chili ou quand vous êtes au Pérou, si vous êtes à Lima, en face de vous, il y a la Chine. Voyez ? Et donc c'est ça c'est vrai que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que vous avez l'océan Pacifique et donc récemment, ils ont inauguré un port énorme, le port de Shanxai, qui est à 80 km au nord de Lima. Et là, ce port est destiné à arroser c'est la route de la soie, si vous voulez. Les bateaux partent de la Chine dans différents ports et arrivent à ce port-là. Il y en a d'autres d'ailleurs. Et donc là, ils sont en direct. Vous voyez, il n'y a rien qui les arrête. Et donc la Chine a investi énormément parce qu'elle voit loin. Donc, dans la construction. Alors, ils ont pour principe, quand ils arrivent dans un pays, ils construisent des routes, construisent un port, et ils construisent des hôpitaux et des écoles. Et puis ensuite, tout cet investissement va être payé par des matières premières, va être payé par des échanges. Donc, ils font un investissement qui est profitable pour les deux pays. Eux, bien sûr, ils vont obtenir des matières dont ils ont besoin, mais ils vont apporter de la richesse, ils vont apporter du progrès et beaucoup de choses comme ça. Et donc, en ce qui concerne le Venezuela, ils ont investi énormément récemment. Et donc, il y a des compagnies pétrolières chinoises qui se sont installées et qui ont construit à la fois des installations pétrolières pour faire du raffinement, de passer du brut pour séparer l'eau, le gaz et le pétrole pour ensuite pouvoir transporter par les tankers directement depuis le Venezuela jusqu'en Chine. Et donc, il faut penser que ces tankers ont été arraisonnés, ont été détournés par les Américains. Alors, la question, c'est que va faire la Chine ? Parce que, en fait, tout est là. Alors, là, on va revenir, si vous voulez, sur quelque chose qui me semble très important, c'est comment les Chinois ont développé leur outil militaire. Au départ, alors, vous avez, par exemple, on va bien... Il faut situer ça, c'est très très important. Les Américains ont, à mon avis, une guerre de retard. Oui, ils sont comme nous, les Français, quand on était en 14 et quand on était en 39-45. Ils continuent à investir sur des technologies qui sont dépassées. Et ça, les gens ne l'imaginent même pas. Pour des guerres de nouvelle génération qui ont déjà utilisé des outils ultramodernes. Alors, si vous voulez, ils investissent dans des porte-avions. Ils investissent dans des avions. Mais un porte-avions, c'est 15 années de travail pour construire un porte-avions. C'est donc un investissement à très long terme. Les porte-avions qui sont en train de construire actuellement, quand ils arriveront sur le marché, sont déjà dépassés. Mais c'est non seulement 15 années de travail, mais c'est un coût de 12 à 15 milliards de dollars, un porte-avions. À l'intérieur de ce porte-avions, vous mettez entre 100 et 150 avions qui coûtent chacun entre 100 et 200 millions de dollars. Vous avez 5000 personnes dont la formation nécessite à peu près, pour construire les équipes qui vont travailler, parce que c'est très complexe un porte-avions, les équipes qui vont travailler dans ce porte-avions, il faut à peu près 10 ans de formation. Vous voyez, c'est pas 2 ans. C'est presque prendre le demi-siècle pour faire le porte-avions au final. Non, c'est qu'on forme, en même temps qu'on construit un porte-avions, on forme. Finalement, les drones sont beaucoup plus rapides à créer, quoi. Mais c'est incomparable, si vous voulez. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un porte-avions qui a coûté, dont la valeur est en gros de 25 à 30 milliards de dollars, et qui peut être détruit par un missile hypersonique fabriqué par les Iraniens qui coûte 3 millions de dollars. Vous voyez ? Voilà. Mais quel est l'intérêt ? Enfin, est-ce que les États-Unis sont conscients de cela ou est-ce que c'est
Ils sont aveuglés par leur arrogance, ils sont aveuglés par leur prétention. Donc c'est une question d'orgueil, en fait. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Regardez le discours d'Exet, hein, le secrétaire à la guerre, puisqu'il a changé le nom de son département. C'était le secrétariat à la défense. Il a décidé de le baptiser secrétariat à la guerre. Eh bien, ce type, c'est un abruti fini. Il a le niveau, si vous voulez, d'un sergent-chef, et il est à la tête de 2 200 000 personnes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un truc énorme. Bon, eh bien, il a déclaré que l'armée américaine était la plus forte du monde, tout ça. On va le voir dans quelques temps. Alors là, j'ai parlé de l'écart qu'il peut y avoir entre l'investissement et le coût d'un porte-avions, la valeur d'un porte-avions, et le coût d'investissement d'un missile hypersonique qui est fabriqué par les Iraniens, par les Russes et par les Chinois. Vous avez donc ce matériel, tous les bâtiments de surface sont des bâtiments vulnérables, ils sont devenus vulnérables par toute la nouvelle technologie qui est produite, missiles, drones et surtout torpilles. Alors vous avez par exemple la construction d'un sous-marin. La construction d'un sous-marin, ça demande 2 à 3 ans. C'est incomparablement modeste les sommes qui sont imposées. Et vous avez les Chinois qui, depuis 20 ans, ont investi dans la construction de sous-marins. Ils possèdent actuellement 70 sous-marins modernes à propulsion nucléaire et continuent d'en fabriquer pour arriver au nombre de 100. Alors, vous allez voir l'importance des sous-marins, c'est capital. Donc en fait, les États-Unis devraient copier le modèle chinois pour être à la pointe. Mais ils sont complètement à côté du truc. Alors, il faut se reporter, si vous voulez, à la guerre 39-45. Quand la guerre démarre en 1939, l'Allemagne possède 20 sous-marins. À la fin de la guerre, les analystes militaires ont déclaré, et ça, c'est pas moi qui le dis, si l'Allemagne avait possédé 60 sous-marins au début de la guerre, elle aurait gagné la guerre. Vous voyez, c'est tout simple. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, le débarquement n'aurait pas pu se faire en Normandie puisqu'il se faisait par une tête de pont qui était en Angleterre et alimentée depuis les États-Unis des bateaux sans arrêt à porter le matériel. Il n'y aurait eu aucun bateau qui aurait pu traverser l'Atlantique sans être coulé. Au même titre que les bateaux qui allaient approvisionner toute l'Afrique du Nord, si vous voulez, n'auraient pas pu partir depuis les ports de New York, etc., pour aller en Méditerranée, ils auraient été coulés. Et donc, la guerre aurait assez joué là-dessus. 20 sous-marins, ce n'était pas suffisant. 60 sous-marins, ils gagnaient la guerre. Voyez. Et donc, les Chinois l'ont très bien compris et ils ont actuellement, alors non seulement ils ont 70 sous-marins, mais ils continuent d'en construire, mais ils produisent des torpilles qui sont d'un niveau technologique. Et vous savez, la plus grande technologie, c'est les Russes qui l'ont mis au point avec les torpilles Poséidon, qui sont embarquées sur un sous-marin qui s'appelle le Belgorod, avec 10 000 km d'autonomie. Vous imaginez la torpille, 10 000 km d'autonomie. Elle part depuis l'Angleterre et elle va... elle va se positionner, si vous voulez, au large de Houston, toute seule, à la position qu'on lui a indiquée à 2 mètres près. Et une torpille qui est indétectable, pratiquement, et qui va à une vitesse phénoménale sous l'eau. Eh bien là, les sous-marins chinois sont équipés de torpilles qui ont une portée de 70 km. C'est-à-dire que vous allez avoir des bâtiments qui sont au large du Venezuela. Le sous-marin, vous le voyez pas, vous ne le savez pas qu'il y a un sous-marin qui est... Alors, évidemment, s'il est à 3 km du bâtiment, on va le voir, mais à 40 km, il arque sa torpille, il change de position, et hop, là, vous avez un bâtiment qui a demandé 12 années de travail, dont la valeur est de 30 milliards, et qui va être coulé par une torpille qui va arriver à 10 mètres sous la ligne de flottaison, et le porte-avions va se retrouver avec ses 5000 bonhommes par 4000 mètres de fond. Vous imaginez ? Voilà la situation, vous comprenez ? Et c'est vrai dans tous les domaines. On n'aura pas le temps de parler de toutes, mais... Non, mais c'est important de voir un peu l'arsenal militaire de chacun, quoi. Voilà, alors là,
la question, moi, je comprends que les Russes ne peuvent pas avoir trois fers au feu. Ils sont actuellement occupés en Ukraine. Ils ont placé certainement en priorité la défense de l'Iran, parce qu'en Iran, vous allez voir que ça va redémarrer. Puis la défense aussi de leurs propres intérêts russes, par la même occasion. Ah, bien sûr, bien sûr. Puisque avant tout, leur pays était menacé déjà depuis longtemps. Alors, si vous voulez, il y a des spécialistes qui ont analysé, vous savez les journalistes se focalisent sur Taïwan. Oui. Bon, Taïwan... Oui, parce que certains ont dit que ce qu'avait fait Trump au Venezuela était une sorte de feu vert à la Chine pour annexer Taïwan. Et d'ailleurs, les Russes se disent, alors ça veut dire que si Trump fait ça, nous, on peut capturer des chefs d'État occidentaux. Et puis, voilà. Donc il y a une forme d'escalade. Oui, oui. Voilà. Alors, là, à mon avis, il y a un partage des rôles actuellement. Les Russes peuvent aider sur le plan militaire le Venezuela, mais si on veut qu'il y ait une véritable confrontation, à mon sens, ça sera entre la Chine et les États-Unis, où là, on peut véritablement avoir des combats maritimes importants. Vous voyez, les Chinois ont une capacité énorme sur le plan maritime maintenant. Donc, c'est là que ça va se jouer. Et alors, vous savez que moi, je pense que nous allons vers un conflit nucléaire. On n'ira pas directement, mais on ira par étapes. Et donc là, il y a une exception, si on veut, actuellement. Moi, je vois ça comme ça. C'est que Israël a l'intention d'utiliser une partie de son arsenal nucléaire. Et donc, elle fera comme elle le fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il faut provoquer, et puis ensuite, à partir du moment où ils sont dans une situation que eux considèrent comme de la légitime défense, eh bien, ils vont utiliser une partie de leur arsenal nucléaire. Et ça, à mon avis, on va le voir dans très peu de temps. Pourquoi ? Parce que la dernière fois qu'il y a eu une guerre très, très brève entre l'Iran et Israël, les Iraniens ont démontré une supériorité mais incomparable, avec des missiles. Pour un si petit pays comme ça, ils ont une puissance de feu sur le plan, j'allais dire, géographique. C'est pas un petit pays. Il faut s'imaginer, c'est un pays de 90 millions d'habitants. Et c'est un pays qui depuis 1980, s'organise pour résister à une guerre qui serait faite par les États-Unis. Vous voyez ? Et donc, maintenant, ils sont au point. Vous parlez de l'Iran ou d'Israël ? De l'Iran. Oui, je parlais d'Israël, moi, pour le petit pays. Oui, d'accord, on n'était pas sur la même longueur. Non, je dis Israël, qui a un pays de 8 millions d'habitants, à peu près, je crois. Ah oui, mais ils sont même plus 8 millions maintenant. Parce que vous en avez 3 millions qui ont quitté Israël. Ils ont quand même aussi un impact très important. Mais oui, c'est vrai que l'Iran, depuis qu'on a fait l'émission la dernière fois, notamment sur leur arsenal nucléaire, etc., on se rend compte de l'évolution depuis ces 40 dernières années qui est folle, quoi. Ils ont maintenant, c'est une forteresse, l'Iran. L'Iran, c'est 90 millions de personnes. Et alors, il ne faut pas oublier que quand la guerre, quand les Allemands ont déclaré ils n'ont pas déclaré la guerre d'ailleurs en 1939, ce sont les Anglais et les Français qui ont déclaré la guerre aux Allemands. C'est ça, on a tendance un peu à l'oublier. Eh bien, quand ils ont reçu donc cette déclaration, ils étaient 80 millions, les Allemands. Et ils se sont permis d'envahir toute l'Europe et d'aller attaquer l'Union soviétique. Alors justement, c'est la question qu'on se posait avant l'émission. Est-ce que, si je prends votre point de vue concernant Trump et le Venezuela, n'y a-t-il pas une volonté expansionniste un peu napoléonienne, mais version 2.0 du XXIe siècle, puisque Trump déjà s'est attaqué au Venezuela. À l'heure où nous parlons, beaucoup de rumeurs circulent sur Cuba, qui rappelle un petit peu l'affaire Kennedy, les missiles de Cuba entre autres, la Colombie, peut-être toute l'Amérique latine, et puis il y a la question du Groenland. Alors ça, c'est une question, moi j'aimerais comprendre votre point de vue là-dessus. Qu'est-ce qui fait que le Groenland attire autant Trump ? Et puis, parce qu'il parle de sécurité nationale, mais quel est l'intérêt de ce pays pour les États-Unis ? Alors, quand on se pose la question, il faut regarder un globe.
Et vous regardez le globe terrestre, et à ce moment-là, vous avez la réponse. Vous savez qu'effectivement, les États-Unis, par rapport à la Russie, il y a une distance importante, distance qu'ils ont comblée. Alors, là aussi, on va revenir sur quelque chose de fondamental. Si vous voulez, dans la guerre qui se prépare en ce moment, depuis déjà pas mal d'années, la distance égale temps. Et tout va se jouer là-dessus. C'est-à-dire que on fait progresser les missiles d'une façon phénoménale au niveau de la vitesse. On passe si vous voulez, de Mach 1 ou 2 à Mach 12, c'est-à-dire qu'on divise le temps par 5 ou 10. Pour un missile, pour aller de la Russie jusqu'aux États-Unis, avant, c'était 1 heure de vol, et maintenant, ça va être 15-20 minutes. Vous voyez, donc, donc, voilà. Alors, la distance, le temps, il y a 2 façons de le raccourcir. Vous avez, soit vous faites des engins qui vont plus vite, ou soit vous vous rapprochez. Et donc, ce que veut faire... Sur le plan géostratégique... Voilà, sur le plan géostratégique, la réponse, elle est là. Le Groenland est très près de Saint-Pétersbourg, est très près de Moscou, si vous voulez, par rapport à New York. Et donc, si vous mettez une base américaine avec 500 ou 700 missiles, vous imaginez, vous pouvez inonder le ciel au-dessus de Saint-Pétersbourg, et là, vous avez forcément des missiles qui vont arriver. Parce que ça aussi, il y a 2 cas de figure. Alors, mais sur ce plan stratégique, ce que les États-Unis oublient, enfin tout du moins, il y a certains spécialistes qui sont parfaitement conscients de ça, mais Trump apparemment pas du tout, c'est que les États-Unis sont extrêmement vulnérables à des tirs de missiles qui partiraient depuis des sous-marins. Parce que là, il n'y a pas mieux pour raccourcir la distance, si vous voulez. Vous arrivez avec une vingtaine de sous-marins dans l'océan Atlantique, en face des villes importantes de la côte Est. Si vous voulez, vous vous mettez à 20-25 km de Miami, à 20-25 km de Washington, de New York, de Boston, etc. Et là, mais vous avez, avec des missiles, c'est 3 minutes. C'est-à-dire que les radars détectent, mais n'ont pas le temps d'organiser la réponse. Donc, alors, il est possible qu'actuellement, il y ait un partage des rôles entre la Chine et la Russie, parce que la Chine est en face de la côte ouest des États-Unis. Et donc, imaginez qu'il y ait une trentaine de sous-marins qui soient en face, San Diego, San Francisco, Los Angeles, etc. Et puis, vous avez une vingtaine de sous-marins qui sont en Atlantique. Mais les États-Unis, c'est fini, ça n'existe plus. Si vous voulez, ils ont, sur un plan, maintenant, sur le plan vraiment géostratégique, ils ont concentré leur savoir-faire, leur richesse sur les 2 côtes, Est et Ouest. Vous détruisez sur une bande on va dire une centaine de kilomètres, la côte Est et la côte Ouest, les États-Unis n'existent plus. C'est fini. Donc c'est ça qu'il faut penser. Et donc là, on n'est peut-être pas très loin de cette situation. Les gens ne s'imaginent pas. Alors j'ai une autre question qui est toujours dans le sujet, mais qui va se tourner vers notre pays, puisque, comme vous le savez, on est en pleine période de crise agricole depuis ces dernières semaines. Et justement, en même temps, si je puis dire, on parle beaucoup du Mercosur, qui est déjà signé sans être signé officiellement, mais qui est déjà plus ou moins acté. Et certains agriculteurs parlent du fait que ce qui se passe au Venezuela est en train peut-être de rebattre totalement les cartes concernant le monde agricole, étant donné les traités de libre-échange, étant donné les relations que nous avons avec notamment le Brésil et d'autres pays. Quel est votre regard par rapport à l'impact que peut avoir la situation au Venezuela et à venir peut-être dans toute l'Amérique latine par rapport au monde agricole ? Là, c'est une vaste question. Le monde agricole a profité pendant des années de l'Union européenne
et maintenant, c'est le retour du bâton. Il va subir les conséquences de l'Union européenne. Si vous voulez, en réalité, il fallait rester à l'intérieur de nos frontières. On avait une chance extraordinaire d'avoir, à l'époque, si on prend les années 60-70, un tissu industriel qui nous permettait d'être indépendants, une agriculture qui nous permettait de nourrir tout le monde et qui nous donnait une indépendance alimentaire unique au monde avec des produits de qualité. Et maintenant, on se retrouve imposé par l'Union européenne à importer des produits qui sont de très mauvaise qualité, des poulets aux hormones, des choses, des vaches et tout ça qui ont été vaccinées et tout. Et donc, oui, c'est terrible. Mais ça, si vous voulez, c'est les conséquences collatérales de l'Union européenne. Notre pays a été démoli par la politique depuis 40 ans, sur le plan économique, sur le plan industriel, par des gens qui étaient pro-Union européenne, qui ont développé ce truc. Et donc, quand on analyse tout ça, on comprend très bien que les États-Unis ont construit l'Union européenne en fonction de leurs intérêts, et surtout pour nous prendre tout ce qu'il y avait à prendre. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais plus si je vous avais posé la question déjà, mais est-ce que vous seriez favorable aujourd'hui, s'il y avait un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne, à ce que nous sortions de l'Union européenne ? Ah mais moi, de toute façon, ça a toujours été ma conviction. Il fallait sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, restaurer nos frontières, maîtriser le flux de l'immigration et, bien entendu, éviter, c'est ça le point important, les gens ne le voient pas, que toutes nos terres soient achetées par des puissances étrangères. Parce que là, on n'aura même plus la possibilité, quand il y aura la récolte de pommes de terre, les pommes de terre partiront directement par bateau vers un autre pays. La récolte du blé, idem, etc. Donc on est tout près de ça. Il y a eu une organisation qui s'appelle la SAFER, qui protégeait sur le plan juridique jusqu'à présent le monde agricole en évitant qu'il y ait justement de la spéculation qui se fasse sur des terres par des puissances étrangères. Eh bien tout ça maintenant est balayé sur le plan juridique, puisque vous avez un propriétaire d'une ferme qui a par exemple 300 hectares, il constitue une société et pour le vendre à l'étranger sans être préoccupé par la SAFER, il vend les parts de sa société à une société chinoise, turque ou américaine. Et là, vous avez une propriété qui appartient à une société étrangère et ils font ce qu'ils veulent de la récolte. Vous voyez ? Donc c'est ça qui nous gêne, qui nous guette bien sûr. À l'avenir. Donc vous voyez, quelquefois, moi je trouve ça... Enfin, c'est consternant de voir que les gens s'occupent que de l'écume des vagues et ne regardent pas, si vous voulez, quel est le fond. Peu importe les histoires, donc, il faut penser qu'est-ce qui est important. Alors, l'Union européenne, on sait qui a construit l'Union européenne, c'est Jean Monnet et puis Robert Schuman. Bon, eh bien ces deux-là, c'était des agents de la CIA, vous comprenez, faut le dire clairement. Et puis Jean Monnet, qui était devenu banquier. Donc là, vous avez un petit peu l'origine, l'environnement. Voilà. Donc voilà, il faut. Et alors, ce qui est dommage, c'est que évidemment, on ne peut pas. Nous, on va dire, si vous voulez, des choses importantes, mais on a une petite audience. Et ceux qui tiennent les rênes, eh bien, ce sont les grands médias qui appartiennent au lobby de la finance, donc qui appartiennent à ces gens-là. On pourra faire plus tard, si vous voulez, une émission sur la guerre qu'ont menée l'Angleterre et les États-Unis contre la Chine pour imposer le trafic de drogue en Chine. Oui, avec plaisir. Et là, vous allez être surpris par les chiffres, c'est quelque chose de phénoménal. Vous avez la famille Sassoon qui a développé sur le trafic de drogue, donc l'opium qui était cultivé en Inde, colonie anglaise à l'époque, 1815-1850, il développe une fortune phénoménale. Vous imaginez que la famille Sassoon, qui était une famille juive, possédait quelque chose qui était peut-être 100 fois ce que possédaient les Rothschild à l'époque.
quelque chose d'inimaginable. Ils avaient 70% de la flotte qui livrait la drogue depuis l'Inde jusqu'à Hong Kong et à Shanghai. Ils ont construit la ville de Shanghai. Vous avez une autre société qui est quelque chose que vous avez entendu parler certainement de la banque HSBC. Oui. Qui est une banque mondialement connue, qui a fermé maintenant. Notamment en 2008 avec la crise. Voilà. Bon, eh bien, HSBC s'est construite sur le commerce de l'opium à cette époque-là. D'accord. Et donc, vous aviez les 5 propriétaires de HSBC, enfin, au départ, qui étaient trafiquants de drogue, ils achetaient des trucs, mais eux, vous voyez, ils n'avaient qu'une petite partie par rapport à la famille Sassoon. La famille Sassoon avait 70% du marché de l'opium en Chine, quelque chose d'inimaginable. Ils étaient le prix entre ce qu'ils achetaient en Inde et ce qu'ils vendaient à Hong Kong ou à Shanghai était multiplié par 4. C'était un business. Vous voyez, les Américains ont tendance à dire que there is no business like show business, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires comparables à l'industrie du cinéma. C'est complètement dépassé dans le domaine de la drogue. Et donc, vous imaginez que les Chinois ont été attaqués militairement pendant des années. Les Américains et les Anglais ont réussi à imposer à Hong Kong et à Shanghai la vente de la drogue. Donc, ça a décimé des régions entières, vous voyez. Et donc, les Chinois s'en rappellent de ça. Donc, et là, je peux vous dire qu'un jour ou l'autre, ils ont affaibli ce pays pendant un siècle. C'est pas si vieux. C'était de 1850 à 1920, vous voyez. Oui, c'est récent. C'est récent. Et donc, voilà. Donc, les Chinois, un homme comme Xi Jinping connaît parfaitement tout ça, parce que l'affaiblissement de la Chine a eu des conséquences. Vous avez le Japon qui a profité, qui a fait des atrocités en Chine. Quand ils ont fait la conquête de tous des villes en Chine, ils n'auraient jamais pu faire ça si les Chinois n'avaient pas été affaiblis, parce que vous avez à peu près 5 générations qui ont été bousillées par l'opium. Vous voyez, c'est ça. Oui, c'est vrai que le trafic d'opium a eu beaucoup d'impact. Alors qu'aujourd'hui, là, on nous sort... Vous voyez comment l'histoire se répète. On va enlever Maduro parce qu'il serait soi-disant un trafiquant de drogue. Et eux ont fait la guerre à la Chine pour imposer le trafic de drogue. Justement, pour conclure cette émission, Monsieur Chevrier, les conséquences là, de cet enlèvement du chef d'État Maduro, le 3 janvier, donc déjà l'année commence très fort. Sur toute l'année 2026 là, que nous allons vivre, comment vous voyez les choses, les conséquences, jusqu'où ça peut aller, au-delà du côté nucléaire qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on peut présager une 3e guerre mondiale? Alors, tout à l'heure, vous parliez de la Chine et de la Russie et des États-Unis, et on a le sentiment, si je verse dans l'euphémisme, que la guerre froide n'est pas finie, ou qu'elle n'a jamais été vraiment une guerre froide, mais qu'il y a toujours eu une confrontation depuis au moins la Seconde Guerre mondiale entre les États-Unis et la Chine, et que là, d'une manière 2.0 en quelque sorte, Trump et Poutine sont en train de revenir face à face, comme sur un ring de boxe, à savoir où Trump et Xi Jinping, qui va avoir la plus grosse, si je puis me permettre, parce que les États-Unis veulent redevenir la première puissance qu'ils ne sont plus, oui. Et apparemment ils sont prêts à tout. Donc comment vous voyez les choses? Oui, parce que je suis tout à fait d'accord, ils sont prêts à tout. Et c'est ça le risque. Le risque, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont irresponsables, qui sont incapables, quand ils font quelque chose, de penser aux conséquences de leur action. Et donc c'est le cas de Exet, c'est le cas de Trump. Eh bien là, on risque peut-être d'avoir dans les semaines à venir des surprises qui viendraient depuis la Chine. Moi, il faut s'attendre à ce que des bâtiments militaires américains soient coulés au large du Venezuela ou dans l'océan Pacifique. Et à ce moment-là, ce sera le début de l'escalade. Mais on va, à mon sens, le Venezuela, c'est une chose, mais ce qui continue à se préparer en coulisses, c'est à mon avis l'attaque d'Israël avec les États-Unis sur l'Iran. C'est ça qui est important. Repartir de plus belle par rapport à 2025. Voilà. Alors, si vous voulez,
pourquoi il y a eu cette guerre de 2 jours? D'abord, ils croyaient qu'ils allaient écraser, et puis, bon, ils n'ont rien écrasé du tout. Ça s'est déroulé avec des missiles conventionnels. L'Iran a détruit une partie énorme d'Israël. Ça, évidemment, on a très peu d'images. Moi, j'ai eu des images toujours pareil, par des militaires américains. Où on a sur des canaux, on voit ce qui s'est passé aussi bien à Tel Aviv que dans d'autres villes. Hein, des destructions énormes. Et donc, maintenant, comme toutes les guerres sont d'abord dirigées par les satellites. Ça, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que vous avez les États-Unis, c'est la première puissance au niveau des satellites. 9900 satellites autour du monde. Il n'y a pas un pays qui arrive au 10e de ça, si vous voulez. 9900 satellites. Donc, ils couvrent tout. Ils ont des satellites pour écouter ce qu'on est en train de dire en ce moment. Ils ont des satellites pour écouter les conversations téléphoniques, etc. C'est énorme. Eh bien, ils ont analysé cette guerre de 12 jours. Ils ont forcément repéré dans les montagnes tous les endroits par lesquels sont sortis les missiles des montagnes en Iran. Et donc, ils ont probablement, à partir de toutes ces données, retravaillé pour faire une nouvelle attaque. On verra dans quelques temps que les États-Unis et Israël vont probablement réattaquer l'Iran. Et là, on sera dans quelque chose qui est peut-être plus dangereux que le Venezuela. Écoutez, en tout cas, un grand merci pour cette émission spéciale, Monsieur Chevrier. Je rappelle votre ouvrage, « La prochaine guerre sera nucléaire, ce qu'il faut savoir pour se protéger des retombées radioactives », paru en 2022 et disponible aux éditions du Rocal. En attendant, eh bien, écoutez, merci pour cet entretien. Et puis, chers auditeurs, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci.